Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule L'impact des émotions dans le bien vivre ensemble. Donc, je vais vite me présenter. Je suis Blandine Gaudiot, référente pédagogique à la direction de la pédagogie de Réseau Canopé. Et pour nous apporter des éclairages théoriques centrés sur les émotions et le bien vivre ensemble, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui une experte de la question. Bénédicte Art, bonjour et merci à Bonjour. vous d'intervenir dans cette formation. Avant de vous donner la parole, j'aimerais vous présenter Bénédicte. Bénédicte Art, vous êtes inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale sciences de la vie et de la terre de l'Académie de Créteil. Vous pilotez depuis plusieurs années et à la demande du recteur de votre académie un groupe de travail qui s'intitule BCR pour bienveillance, réussite et coopération afin de promouvoir des actions centrées sur les compétences psychosociales des élèves pour développer leur bien-être à l'école. C'est donc votre expertise dans ce domaine qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, car on sait qu'en travaillant en classe ces compétences transversales, on peut trouver des ressources pour mieux les accompagner, mieux les engager dans une tâche scolaire et dans un environnement apaisé de bien vivre ensemble. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire et dans le cadre plus général du parcours de formation que nous avons construit, vous allez essentiellement centrer vos propos et les échanges sur les compétences émotionnelles. Enfin, je tiens juste à vous rappeler et à vous situer que ce webinaire donc, est le second module du parcours de formation qui s'intitule Le développement de l'empathie pour mieux vivre ensemble. N'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée pour vous inscrire aux différents volets qui le composent. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Bénédicte Art et je vous retrouve tout à l'heure pour le temps des questions-réponses. Bénédicte, merci à vous encore pour votre précieuse collaboration. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous, j'espère que le son de votre côté donc correspond bien. Alors, pourquoi les émotions finalement? Parce que les émotions, ce sont des incontournables. Donc, j'avais envie de commencer par ça, en disant que finalement, peut-être que notre projet de vie, il est un peu comme le plan que vous voyez en haut, mais que la réalité, de toute façon, face aux événements qui nous entourent et puis aux événements qu'on traverse, alors en particulier en ce moment, c'est pas tout à fait le plan tout plat qu'on souhaiterait. Donc, la réalité, on partage des émotions qui peuvent être agréables, qui peuvent être moins agréables, mais qui nous mettent en mouvement, puisque c'est ça l'origine du mot émotion. Ça nous renseigne également donc sur les besoins, nos propres besoins, puis aussi les besoins des autres, puisque en fait c'est aussi un moyen de communication. Et donc l'intention là, c'est de se dire on va les accueillir, non pas les enlever, les annuler, c'est pas du tout l'intention, c'est plutôt de les accueillir et de les accueillir mais sans se laisser déborder pour qu'elles soient vraiment des messagers utiles à notre adaptation, à notre environnement et notre relation avec les autres, de façon à ce qu'on construise des relations positives. Alors pour commencer, puisqu'on parle d'émotions, alors on va vous proposer un état des lieux de soi et des autres. Un petit peu pour voir là, puisqu'on est en distanciel et que moi, finalement, je ne vous vois pas, même si vous me voyez, que vous êtes a priori un peu plus de 170 participants. Donc, je vais vous proposer de vous connecter donc à l'adresse, au message, à l'adresse mail que vous voyez, enfin l'adresse que vous voyez là, sur un petit logiciel qui s'appelle WooClap. Vous avez aussi un QR code si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez le faire à partir de votre ordinateur en ouvrant une autre fenêtre ou à partir de votre téléphone, ça marche tout à fait. Vous allez donc vous connecter. Moi, je vais partager aussi mon écran et lancer. Et puis donc, je vais vous laisser un petit temps, d'abord pour répondre à une première question qui sera: comment vous sentez-vous en ce début de formation? Et là, vous sera proposé de vous positionner en fonction du petit bonhomme que vous voyez donc sur l'arbre de positionnement. Alors, tous ces outils-là, ce sont des outils qui sont transférables en classe. C'est aussi pour ça qu'on les vit ensemble et qu'on se les propose, puisque pour travailler des compétences socio-émotionnelles, il faut aussi travailler sur expérimenter soi-même les compétences socio-émotionnelles. Donc, vous aurez le droit de choisir en fonction de la position du petit bonhomme, quel état aujourd'hui, là, maintenant. Alors, c'est évidemment sans aucun jugement, c'est simplement un état de lieu. Cet état de lieu, il peut évoluer aussi au fur et à mesure donc, de la journée. Vous avez aussi les petites têtes et puis peut-être donc le partenariat des uns et des autres. Et puis vous aurez aussi une autre question
Après, une fois qu'on aura donc tous répondu et tous participé, mais vous êtes libre aussi de ne pas le faire. Donc, une autre question, quelles émotions vous traversent en cet instant? Et là, ce sera plutôt sous une forme d'un nuage de mots. Et vous aurez des mots à mettre sur les émotions qui vous traversent. Et là encore, vous avez la liberté de faire ou ne pas faire. Donc, une fois que là vous êtes connecté, moi je vais départager. Il y aura un petit moment où je vais redépartager donc mon écran et puis je vais partager donc le site. On votera ensemble, on regardera ensemble et on regardera un petit après effectivement comment ça se passe. Alors, juste une petite manip, du coup, j'arrête de partager donc le diaporama et je vous partage maintenant mon écran dans lequel vous avez sans doute déjà commencé effectivement à vous installer et à indiquer où vous en êtes. Alors, vous voyez qu'il vous apparaître au fur et à mesure le positionnement donc, de chacun, que pour l'instant, vous êtes 113, 115 connectés au fur et à mesure et certains qui ont voté. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des superpositions, hein. Pas de souci. L'objectif n'est pas de savoir où est chacun, puisque c'est anonyme aussi, mais de se dire finalement, peut-être qu'on n'est pas tous dans le même ressenti. Là, maintenant, ce début de formation, peut-être qu'il y a une déstabilisation cognitive, une déstabilisation affective, peut-être que votre état des lieux du jour, finalement, vous êtes un peu forcé à venir ou au contraire, vous êtes curieux et engagé. Donc ça, c'est évidemment sans jugement. Donc je laisse jusqu'à ce que ça se stabilise un petit peu au niveau des numéros que vous voyez apparaître en bas. Et pour qu'on prenne connaissance un petit peu donc, de l'état du groupe. Alors peut-être qu'au fur et à mesure qu'on se place les uns et les autres, vous voyez un petit peu moins bien les bonhommes qui sont en dessous. Il y a ceux qui sont en bas de l'arbre, peut-être ceux qui n'ont pas envie donc, de démarrer ou qui sont en attente. Peut-être qu'il y en a effectivement qui sont plutôt en réticence ou en se demandant mais qu'est-ce qu'on leur propose là aujourd'hui. Eh bien c'est OK. Alors, vous êtes 145 à vous être connectés, je vous en remercie. Ce chiffre a l'air de se stabiliser à peu près, 146 maintenant. Je laisse quand même qu'elle a quelques petites vingtaines qui ne peut pas se connecter. Alors, ceux qui ont des soucis techniques, parce que je vois effectivement qu'il y a des soucis techniques, et vous avez de nouveau l'adresse, si vous le souhaitez, avec le code pour rentrer. De toute façon, l'intention, c'est que vous voyez que c'est un outil qui existe et que cet outil, vous pouvez le réutiliser, hein. Vous l'aurez de toute façon dans le diaporama. Alors, ça commence à se stabiliser. Donc, je vous laisse tranquillement pour les autres voter si vous voulez, mais quand vous regardez l'arbre qui apparaît, vous vous apercevez que vous êtes tous à des positions différentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à une distance différente de la formation. Et ça va être important à chaque fois, dans les projets que vous allez construire sur les compétences socio-émotionnelles, de se dire que dans un groupe ou dans un collectif, et ça sera aussi la conclusion aussi du diaporama, vous verrez, il faut que chaque personne se sente en sécurité et soit à la bonne distance d'un projet ou de formation. Et donc là, c'est OK que vous soyez comme ça. Donc, il y en a qui sont vraiment bien, qui sont bien positionnés, qui ont peut-être le sourire au niveau des petits bonhommes, et d'autres qui sont plutôt en attente, en interrogation, ou au contraire, donc, qui sont donc plutôt en réticence, ou en tout cas, ils sont peut-être en attente de voir ce qui se passe et à une autre distance. Alors, j'ai l'impression que là, ça se stabilise un peu. Alors, je suis peut-être désolée pour ceux qui ne pourront pas forcément participer. Si ça monte un petit peu, vous êtes 159, je voudrais frustrer personne. Évidemment dans la participation, parce qu'il est important que chacun puisse participer, tout en même temps ne pas trop prendre de temps sur ce temps-là, de façon à ce qu'on ait aussi un temps d'échange à la fin. Alors, même si vous n'avez pas pu participer au petit bonhomme, alors cet outil que vous retrouverez, parce que dans les diaporamas, à chaque fois que je fais référence soit à un outil, soit à des connaissances, vous avez toujours la personne qui est à l'origine de ça. Ici, c'est donc en fait un psychologue qui a travaillé et qui a utilisé cet outil plutôt pour des adolescents, même si vous voyez qu'on peut le faire aussi pour d'autres personnes, pour voir un petit peu et mesurer l'état de collaboration, de coopération et d'engagement donc des adolescents dans un groupe.
Alors bien sûr, évidemment, on choisit également en fonction de la tête du petit bonhomme qui nous représente. Alors, je vais passer donc et lancer la deuxième question. Vous pouvez maintenant, vous allez devoir voir sur votre navigateur que vous pouvez voter à nouveau sur cette question-là et mettre cette fois-ci des mots. Alors, les mots vont apparaître au fur et à mesure et en fonction donc en fait de ce que vous allez rajouter, le nuage de mots va s'organiser. Alors, je vous le laisse en direct, mais vous savez que dans cet outil-là, on peut aussi bloquer les mots qui apparaissent et ne faire apparaître qu'à la fin. Et vous allez voir que la taille du mot va dépendre aussi du nombre de participants qui auront mis le même mot. Je vous laisse donc faire état et vous pouvez voter plusieurs fois parce que vous pouvez être partagé aussi par des émotions donc différentes. Alors, ça peut être important aussi, à vous qui allez peut-être, qui êtes dans une classe, vous êtes peut-être aussi des formateurs, il peut être important à un moment donné, au début d'un groupe, de voir dans quel état est la classe ou le groupe. Là, vous voyez que la fatigue apparaît assez fortement et reste au milieu. Et c'est vrai que c'est important parce que peut-être qu'on ne va pas demander la même participation à des élèves, peut-être qu'on ne va pas demander le même investissement en fonction de ce que vous voyez d'un état des lieux. Et cet état des lieux, de toute façon, c'est toujours à un instant donné. Il va peut-être bouger, mais ça, c'est pas grave. Donc, c'est au début. Voilà, curiosité, ça veut dire que là aussi, vous attendez peut-être aussi beaucoup de choses de moi aussi et de ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, la fatigue du moment reste là aussi présente. Et c'est important du coup d'en prendre en compte lorsqu'on fait soit classe, soit lorsqu'on anime une formation. Alors vous êtes maintenant, il y a maintenant presque 210, 212, je n'arrive même pas à suivre le nombre de numéros de mots. Alors ça, ce ne sont pas les personnes, mais le nombre de fois donc, que vous allez donc en fait participer. Je laisse que ça se stabilise un petit peu pour ne frustrer personne, puisque je vois qu'il y en a qui ont encore aussi quelques petits soucis de connexion. Alors, vous remarquerez peut-être, des fois en petit, mais ça existe aussi, des émotions qui sont moins agréables, qui vous traversent. Et c'est OK. Parce que c'est vrai, je ne peux pas savoir, moi, si effectivement, là, vous aviez envie de venir, vous n'aviez pas envie de venir. Peut-être que les conditions dans lesquelles vous êtes en train de suivre ne sont pas donc en fait correctes pour vous. Et que vous êtes, voilà, soit il y a des épuisés, il y a des angoissés, il y a ceux qui sont contrariés, ceux qui ont impatients, ceux qui sont déçus, etc. Et tout est bien, c'est-à-dire en fait c'est un état des lieux et on n'a pas à juger de la façon dont vous êtes en train de ressentir le début de cette formation-là. Donc j'espère quand même que je vais vous apporter des informations qui vous nourriront. Mais regardez, ça se stabilise et je pense qu'on va arrêter donc peut-être là, mais même si avec curiosité et fatigue, enthousiasme, lassitude, joie aussi qui apparaissent en premier. Mais vous voyez que depuis le début, curiosité et fatigue sont très très fortes, même s'il y a évidemment de multiples émotions qui nous traversent. Et ça, c'est intéressant parce que se dire que dans un groupe, finalement, tout le monde n'est pas dans le même état, et dans une classe non plus. Alors, on va peut-être fermer si ça vous convient, sans vouloir frustrer qui que ce soit, pour pouvoir continuer à partir de cet état des lieux-là, notre formation sur les compétences socio-émotionnelles. Donc, je vais de nouveau arrêter le partage de ce navigateur, même si je vais le laisser en marche. Et puis, je vais revenir sur le diaporama. Alors, poursuivons maintenant notre déroulé, notre formation. Alors, on est bien dans le volet théorique, comme l'a dit Blandine au début, et je l'ai partagé en 4 parties. D'une part, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Les différents aspects des émotions et leur rôle, donc une partie peut-être plus théorique, plus physiologique. Puis ensuite, en quoi les émotions font partie des compétences psychosociales, quel est leur rôle, et on regardera comment une compétence émotionnelle va avoir aussi un impact dans les compétences sociales, et donc du coup sur le bien vivre ensemble. On verra pourquoi c'est important d'accompagner les élèves et pourquoi aussi c'est important de s'accompagner soi-même ou donc de vivre ensemble des compétences socio-émotionnelles de la part des éducateurs que nous sommes. Et après, quelques propositions pour développer, sachant que je vais vous mettre effectivement
des propositions d'exercices, qu'il y en aura bien d'autres et qu'on regardera. Donc, j'ai choisi quelques propositions plus particulières et puis on réfléchira et on discutera ensemble sur ces propositions. Alors, d'abord définir une émotion. Une émotion, c'est d'abord une réaction physiologique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui correspond au fonctionnement donc, du corps. Donc ça se produit en nous. Ce sont donc des indices corporels et des sensations que l'on va éprouver dans notre corps et souvent une durée brève et une évolution assez rapide, on y reviendra. C'est également une réaction cognitive parce qu'on a des pensées qui vont nous traverser à un instant donné sur ces émotions-là. Et ces pensées, qui sont automatiques, vont dépendre de la perception de notre histoire. Et on verra que c'est important parce qu'on peut construire dans des situations d'apprentissage une biographie scolaire qui est impactée dans une évaluation au niveau des émotions. Et puis, ça reste un processus adaptatif à l'environnement. Ça veut dire que ça nous permet de nous adapter à ce qui se passe, aux événements et aux relations avec les autres. Ce sont donc des stratégies d'adaptation. Alors, une réaction physiologique. Voilà, j'ai envie de vous présenter là une émotion un peu comme une vague. Donc, vous voyez peut-être cette flèche montante et puis la flèche donc descendante. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans notre corps. On a toujours des éléments qui déclenchent. Alors, ces éléments déclencheurs, ils peuvent être individuels, ils peuvent être multiples, ils peuvent être venant de l'extérieur ou au contraire de ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Et puis, cette émotion, elle monte en force et dans sa perception. Alors, à un moment donné, tout au début, lorsqu'on se connaît bien et qu'on a quelques indices corporels pas très intenses, on peut temporiser. Ça veut dire que notre cortex préfrontal, qui est le lieu du raisonnement, va pouvoir effectivement temporiser, relativiser, changer de position, se réadapter. Mais si l'émotion continue à monter, à un moment donné, c'est la partie de notre cerveau qui vit les émotions qui va un peu prendre le dessus et notre cortex préfrontal du raisonnement, il va être un petit peu coupé, mis un petit peu hors état de raisonner. Et tout le monde a vécu cette sensation en particulier sur la colère. Et par exemple, avec des enfants, si vous voyez un enfant faire une colère, effectivement, et se rouler par terre, etc., et qu'on voit qu'on commence à parler, notre enfant a commencé à crier parce qu'on est en colère contre lui, qu'on aimerait bien qu'il s'arrête, et qu'on se dit qu'il faut arrêter de crier, mais qu'on continue à crier, on voit bien que là, on échappe à un raisonnement. Donc, il y a une décharge qui donne des signes extérieurs. Alors, cette décharge, évidemment, en tant qu'adulte, il faut qu'elle se fasse dans un contexte et de façon appropriée. Et ce qui arrive que du coup, dans ce contexte-là, on ne peut pas décharger dans l'immédiat et on va reporter la décharge. Alors, on peut la reporter, cette décharge, de façon appropriée et dans des conditions sécurisantes, mais aussi on peut ne pas savoir décharger ou en tout cas donc vivre et prendre conscience de cette émotion. Et c'est cette absence de décharge au cours du temps qui va s'accumuler et qui va faire qu'on peut avoir des conséquences corporelles au long terme, donc des conséquences plutôt cardiaques, des conséquences aussi sur des tensions musculaires, alors au niveau des épaules, au niveau donc des mâchoires, au niveau donc du dos, et donc des conséquences qui peuvent être aussi des conséquences immunitaires. Mais autrement, lorsqu'on décharge, même en différé, on a de nouveau donc un retour au calme qui peut se faire. Et lorsque le retour au calme se fait, alors on a un raisonnement qui redevient possible. Donc c'est pour ça aussi que les jeunes, alors les tout petits, vont avoir du mal à effectivement donc maîtriser parce que leur cortex préfrontal de raisonnement il n'est pas mature. Mais au fur et à mesure donc de cette maturité-là, on va pouvoir le faire. Mais vous voyez aussi que les adolescents, dans un contexte de comportement inapproprié et de décharge violente des émotions, eh ben, arrivés à ce moment-là, ils ne pourront pas, on ne pourra pas leur demander de raisonner. Donc, il faudra attendre que ça redescende avant de pouvoir discuter calmement et de voir ce qui s'est passé en eux. Alors, c'est aussi une réaction cognitive. Alors, pourquoi? Parce que la situation entraîne des émotions et entraîne des pensées automatiques. Alors, ces pensées automatiques, en fonction de notre vécu, de notre état émotionnel, eh ben, finalement, elles sont soit au service de la situation, soit au contraire, elles sont déformées. Et donc là, c'est intéressant de se dire, est-ce que ces pensées automatiques, il y a tout un travail de se dire, est-ce que ces pensées, elles sont au service d'eux? Est-ce qu'elles sont déformées et par quoi on pourrait les remplacer? Donc, par exemple, si vous avez un ami sur un trottoir d'en face et qui vous dit bonjour et qui ne répond pas à vos sollicitations, eh ben, vous pouvez avoir toute une panel de sensations et d'émotions qui vous traversent. Alors, soit étonné, soit triste, soit en colère, soit malheureux, soit bouleversé, etc. Donc là, il y a tout un panel qui dépend de notre histoire et de notre situation. Et puis, on peut se dire, il ne veut plus me voir, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne m'a pas vu.
Voilà, donc des pensées différentes et du coup qui nous entraînent des sensations physiques. Alors, est-ce qu'on peut se sentir mal avec chaleur, bout dans la gorge, tremblement, etc. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience de nos émotions et des pensées automatiques qui sont associées, qui sont intéressantes à mettre en place dans ces mécanismes qui vivent face à cette situation-là. Donc, c'est bien aussi une réaction cognitive. C'est également un processus adaptatif. Alors, regardons et faisons un petit détour par le stress et par exemple par l'émotion de la peur. Notre corps, il est fait et on a hérité ça de nos ancêtres pour réagir au niveau avec 3 types de réactions: la fuite, le combat ou la sidération. Ça, c'est parce qu'au départ, dans notre passé lointain d'être humain, on était plutôt adapté pour faire face à des dangers vitaux au niveau de notre environnement, un tigre donc sabre par exemple. Alors, il est évident qu'actuellement, les stresseurs ne sont plus les mêmes, mais notre réaction physiologique de base est toujours la même. Donc, on réactive en particulier le système cardiovasculaire. Donc, l'organisme, il se prépare à des comportements qui, actuellement, dans notre culture et dans notre contexte, ne sont plus forcément pertinents. Et c'est pour ça qu'en les retenant, en ne déchargeant pas, y compris physiquement, on peut avoir des conséquences corporelles à long terme. Maintenant, un stress, c'est toujours en lien avec notre stressabilité, c'est-à-dire avec notre façon de vivre et qui on est et notre vécu, notre histoire personnelle. Et cette stressabilité qui est notre sensibilité aux agents stresseurs, ben, quand on repère quelle est notre stressabilité, on a une action. Donc, vous voyez qu'on peut s'adapter à son environnement, soit parce qu'on a un processus naturel physiologique, mais qu'on peut également jouer un rôle sur la stressabilité. Alors, quel est le rôle de ces émotions? Alors, les émotions, on a des émotions désagréables qui nous traversent. Elles sont assez nombreuses, effectivement, parce qu'elles ont une action spécifique pour cette survie. C'est la palette qu'on vient de voir: fuite, combat, paralysie. On va repérer plus facilement des visages en colère que des visages sereins dans une assemblée. On va également se souvenir plus des émotions, de ce qui nous était arrivé de désagréable dans une classe plutôt que d'agréable, d'un élève qui a eu un comportement inapproprié que l'ensemble des élèves qui ont eu un comportement approprié. Ça, c'est le biais négatif de notre cerveau. Ça nous permet effectivement, ça nous a servi et c'est une question aussi donc de survie. Alors, il y a eu quand même des recherches sur les émotions agréables qui, elles, n'ont pas d'action spécifique, mais qui au contraire développent des ressources, mais qui nécessitent qu'on y porte une attention spécifique. Alors, ce sont les travaux de Barbara Fredrickson. Alors, à chaque fois qu'il y a des travaux qui sont, voilà, ce ne sont pas mes propres travaux puisque je ne suis pas chercheuse, mais je vous ai mis le nom des chercheurs associés à ces travaux-là. Comme ça, vous pourrez aussi aller compléter en tapant leur nom dans un moteur de recherche. Alors, Barbara Fredrickson, elle a montré qu'effectivement, donc lorsqu'on portait une attention aux émotions agréables, et il y en a même si on ne les voit pas ou on ne les ressent pas tout de suite, eh ben, ça développait des ressources intellectuelles, physiques, psychologiques, sociales. Et donc, ça augmentait cette créativité en nous, mais également c'était source de motivation. Donc, on avait plus de champs d'action possibles, plus d'actions possibles lorsque, effectivement, on porte attention aux émotions agréables qui nous traversent. Alors, les émotions, elles sont au sein des compétences psychosociales. Compétences, ça veut dire aussi qu'on a la possibilité de les développer. C'est de l'apprentissage également, de l'apprentissage individuel et collectif. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a introduit le concept de compétences psychosociales en 1993. C'est la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être subjectif et à faire que cette personne elle a un comportement approprié, positif, en interaction avec les autres, sa culture et son environnement. Ça, c'est la notion de santé au sens large. Santé physique, santé mentale, santé sociale. Vous retrouverez toutes ces définitions effectivement sur des sites que je vous propose à la fin. Alors, il y a eu une évolution de la classification des compétences psychosociales et je vous propose une définition, moi, qui me parle, qui est issue du travail de Béatrice Lambois en 2017. C'est une classification possible, mais qui reprend une classification en 3 dimensions. Donc, cette 3 dimensions, et c'est une classification en 3 dimensions qui est assez classique, en fait, et assez partagée. Vous avez les compétences émotionnelles et vous voyez qu'il y a différentes étapes possibles pour développer des compétences émotionnelles. On les reprendra. Connaître, identifier, exprimer, réguler ses émotions. Même si ces différentes compétences qu'on a classifiées, vous verrez que des fois, on fait plusieurs à la fois. Et puis, il y a gérer son stress et c'est pour ça que je vous ai mis aussi un petit zoom sur le stress. Et puis, à l'autre côté du tableau, vous avez les compétences sociales.
communiquer de façon positive, développer des relations positives, s'affirmer, résister à la pression sociale, savoir résoudre des conflits. Et on verra que ces 3 dimensions, elles ont des intersections, c'est-à-dire en fait, l'une va influencer l'autre. Et puis, ce qui est important aussi en classe, c'est qu'il y a aussi des compétences cognitives et que savoir résoudre des problèmes ou s'auto-évaluer positivement vont aussi interagir. Et les émotions, donc, interagissent à la fois dans les processus d'apprentissage, mais aussi dans la dimension sociale. Alors, c'est pour ça que c'est important d'accompagner le développement des compétences émotionnelles et on pourrait dire même socio-émotionnelles de nos élèves. Alors, je vous ai mis ces différentes, à gauche, vous voyez les différentes étapes des compétences émotionnelles. Et je trouve que ce petit tableau-là, issu d'un site que vous avez là et de Joran Farnier, qui est un psychologue enseignant à l'université formateur, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il montre bien que dans les émotions, il y a ses propres émotions, mais il y a celles aussi des autres. Et celles des autres, parce que comme c'est une forme de communication et qu'elles sont exprimées sur l'extérieur, elles nous impactent automatiquement. Combien d'entre nous ont été donc impactés émotionnellement par un comportement, par exemple, inapproprié d'élèves? Alors donc chaque fois, dans chaque étape, il y aura soi et puis soi et les autres, de l'impact du bien vivre ensemble. Alors, les émotions nous renseignent aussi sur nos besoins, parce qu'elles sont des messagers à ceux qui savent les écouter de nos besoins. Elles sont un moyen d'expression et de communication. C'est un moyen d'ailleurs compréhensible quelle que soit la culture. Et puis, elle nous permet aussi, si on identifie bien nos besoins, ceux des autres, de pouvoir faire des demandes et donc en fait de travailler à une communication donc positive entre nous et à travailler donc sur le bien vivre ensemble. De l'importance d'accompagner le développement des compétences émotionnelles, j'avais aussi envie de faire un détour par les déterminants du bien-être. Alors, c'est Martin Seligman, un chercheur en psychologie positive. Alors, psychologie positive, c'est la recherche des déterminants du bien-être pour que chacun arrive à un fonctionnement optimal. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que fonctionnement optimal, ce n'est pas un fonctionnement maximal. Ça veut dire que chacun, ça vise à ce que chacun trouve la bonne place dans son environnement et avec les autres. Donc, Martin Seligman, dans ses recherches, a montré qu'il y avait différents déterminants du bien-être et c'est ce qu'on appelle le modèle PERMA. Alors, PERMA, et vous voyez que le premier déterminant sur les émotions, alors il les qualifie de positives, nous on a parlé d'émotions agréables, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait notre bien-être, il est aussi donc en lien avec les émotions agréables et l'attention qu'on va y porter. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'engagement, il y a aussi les relations positives, de là où les compétences émotionnelles sont liées aux compétences sociales, le but, les valeurs, l'efficacité, le sentiment d'accomplissement donc dans la vie. Alors elles sont marquées par ordre donc d'importance. Alors c'est important pour notre bien-être à tous, mais c'est aussi impactant dans les apprentissages des élèves. Alors pourquoi? Alors ça sont les travaux de Daniel Favre. Vous avez son livre et également toutes ses références qui sont juste en dessous de la courbe. Donc, c'est une courbe qu'il utilise et qu'on peut utiliser en classe. Alors, je vous l'explique. Les émotions, enfin en tout cas les apprentissages, c'est une déstabilisation cognitive. Oui, parce qu'un élève, s'il est là en train d'apprendre, c'est qu'en fait, il ne sait pas la notion qu'on est en train, ou en tout cas, il ne maîtrise pas forcément la notion qu'on va lui apprendre. Donc, c'est une déstabilisation cognitive. Mais cette déstabilisation cognitive, elle est automatiquement en lien avec une déstabilisation affective. Alors, donc cette courbe des apprentissages montre que l'entrée dans l'apprentissage, ça déclenche une période de vulnérabilité et c'est important d'en prendre conscience. Alors, évidemment, imaginons que dans le registre émotionnel de l'agréable au désagréable, l'élève rentre dans une émotion avec un registre neutre, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'en fonction de notre passé, notre biographie scolaire à chacun, on va rentrer, et notre vécu, on va rentrer plutôt dans un registre agréable ou désagréable. Ça peut aussi dépendre de ce qu'on est en train de vivre et ce que l'élève est en train de vivre aussi dans sa vie personnelle. Donc, en tout cas, lorsqu'il rentre, au départ, il rentre dans la classe, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Mais si vous lui proposez donc un thème, automatiquement, il va prendre conscience que ce qu'on lui propose là, donc il ne le maîtrise pas. Et c'est ça la déstabilisation cognitive. Et ça peut être en fonction des élèves et en fonction des personnes et de leur histoire, ça peut être donc source d'émotions moins agréables.
Alors, au fur et à mesure, parce que lorsque vous êtes éducateur et professeur, vous allez effectivement accompagner l'élève dans la stabilisation de ses apprentissages, parce que vous allez étayer, lui donner des conseils, lui proposer de l'aide. Au fur et à mesure du temps, il va effectivement donc mieux maîtriser et se sentir donc en maîtrise peut-être de l'exercice. Et à ce moment-là, on change de registre émotionnel et on peut passer du côté agréable. Ah, enfin, donc je maîtrise, je sais que je sais. Alors c'est à ce moment-là, effectivement, que Daniel Favre nous propose de faire plutôt des évaluations de type sommatif, parce que si l'élève est en période de déstabilisation, on va aussi évaluer en fait son niveau de stress. Et puis, parce qu'effectivement, on ne va pas rester dans un registre d'émotions agréables comme ça tout le temps, et une fois qu'on aura maîtrisé la connaissance, tranquillement, on va savoir que l'on sait, mais ça ne sera plus associé à ce registre-là, on va le prendre dans les connaissances et on va stabiliser. Donc, maîtriser un savoir nouveau, c'est souvent associé à des émotions agréables. Et ça, c'est important aussi de les signifier et de montrer à un élève que c'est normal ce passage-là. Alors, certains professeurs l'affichent dans leur classe et demandent aux élèves de se positionner pour savoir où ils en sont. Alors, vous allez me dire, effectivement, dans une classe nombreuse, il n'est pas facile d'attendre que tous les élèves aient passé dans cette courbe d'apprentissage du registre d'émotions désagréables vers agréables. Alors, on ne se juge pas, c'est normal, il y a des limites. L'important, c'est de le savoir et de savoir ce que l'on fait lorsqu'on pose une évaluation donc sommative. Donc, c'est juste voilà, un état des lieux dans lequel on va prendre conscience, mais qui n'a pas pour intention de dire que ce que l'on fait est mal ou bien. On n'est pas dans le registre du bien ou du mal, mais de la prise de conscience. Alors, c'est important et vous allez voir que justement ces émotions, ils impactent ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, ce sentiment d'efficacité personnelle, regardons plutôt au départ au niveau des élèves. On souhaite à nos élèves et on dit souvent « Ah mais les élèves ne sont pas motivés » ou « Ils n'ont pas confiance en eux, il faudrait qu'ils développent la confiance en eux » ou bien « Allez-y, etc., engagez-vous ». Et c'est important. Donc, ce sentiment d'efficacité personnelle, il a été défini par Albert Bandura, psychologue canadien, et qui désigne en fait une croyance que l'on a quant à nos capacités à réaliser des performances. Alors, c'est très lié à la confiance en soi, à l'estime de soi, mais également à notre engagement et à la motivation. Et ce qui fait que lorsqu'on s'engage et qu'on est motivé, on va aussi réaliser des besoins fondamentaux qui est la contribution et l'appartenance à un groupe. Et c'est particulièrement important pour les adolescents de savoir contribuer et d'appartenir à un groupe. Alors Bandura, il nous montre qu'il y a 5 sources d'auto-efficacité et c'est dans l'ordre d'efficacité. Les expériences de maîtrise, de l'importance dans nos choix pédagogiques, effectivement, de proposer des moments où l'élève va maîtriser la situation et la connaissance. Il y a aussi les expériences vicariantes, c'est-à-dire en fait les modèles qu'ils ont, et on peut aussi être des modèles pour eux. Donc on verra que du coup, il va être important, juste après on regardera qu'il va être important nous aussi de réfléchir à notre posture, à la fois pour notre bien-être, mais aussi par l'image que l'on va donner en tant que tuteur de résilience et modèle pour nos élèves. Il y a les encouragements et on retrouve les états physiologiques et émotionnels, puis après les expériences imaginales, c'est-à-dire en fait la façon dont l'élève va pouvoir se projeter aussi dans les expériences futures. Alors, je vous l'ai dit, pour les élèves, c'est important donc de regarder ces ordres d'efficacité, mais pour les parents et pour les enseignants aussi, il a été démontré qu'il était important et que de développer les compétences socio-émotionnelles des parents et puis a fortiori aussi des enseignants, ça va avoir un impact. Alors, d'abord pour nous, c'est un impact sur notre bien-être, puisque comme les élèves, nous aussi, on a besoin d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle. Nous aussi, on travaille vers le bien-être et les déterminants du bien-être. Donc, ça développe notre bien-être, ça développe notre sentiment d'efficacité, du coup, notre qualité de relation et notre confiance en soi, notre contribution, notre motivation. Et c'est très important aussi dans un métier qui est très impactant émotionnellement et relationnellement. Et puis, il a été démontré également que alors ça a été démontré pour les parents, mais c'est vrai aussi pour les enseignants, que lorsqu'on développe les compétences psychosociales des parents et des enseignants, finalement, de façon un petit peu naturelle, les enfants développent aussi leurs compétences psychosociales et apprennent la résilience. Et ça va entraîner de meilleurs résultats scolaires, une plus grande compétence sociale, moins de comportements à risque, moins d'anxiété et de dépression. Alors, vous retrouvez ici donc les références pour aller retrouver de façon plus approfondie les résultats de ces recherches.
Ensuite, ce qui est important aussi à développer, c'est parce que finalement, dans une relation, eh ben, on a une relation d'individu à individu. Et là, c'est la notion donc d'empathie, empathie cognitive, mais pour nous ici, empathie affective ou émotionnelle, que l'on ressent automatiquement parce qu'on est fait comme ça. Donc, vous retrouverez les travaux de Catherine Guéguen et d'Omar Zana sur ce côté d'empathie. Alors, voilà, imaginons donc une émotion ressentie par un individu. L'individu d'en face, eh ben, il va recevoir cette émotion-là, puisqu'on a dit que c'était un langage de communication. Et on a donc un réseau de neurones qui s'appelle les neurones miroirs, qui nous permettent finalement de vivre et de ressentir la même émotion, d'être en lien avec la personne qui est en train de vivre ces émotions-là. Alors, imaginons que c'est l'élève qui ressent ces émotions, et il a éventuellement possiblement un comportement inapproprié ou une émotion donc en fait forte en proportion, et ben nous en face on est automatiquement impacté par nos neurones miroirs. On va avoir tendance soit à réagir, soit à ressentir et être en empathie, mais des fois aussi en confusion émotionnelle. Donc ce qui va être intéressant, c'est nous, si on se connaît bien, si on sait ce qui se passe en nous, si on apprend aussi à développer nos compétences socio-émotionnelles, et je vous l'accorde, c'est un parcours de toute une vie, alors on va pouvoir peut-être avoir un petit peu donc de distance et réguler notre propre émotion pour être vraiment dans une communication empathique et de soutien vis-à-vis de l'élève. Donc c'est important aussi pour nos élèves, pas seulement de développer donc des compétences socio-émotionnelles pour eux, mais aussi et en premier pour notre bien-être, pour notre qualité de vie, de développer nos propres compétences socio-émotionnelles de façon individuelle et en groupe, et parce que de toute façon, notre posture va influencer celle des élèves. Alors, là, je fais un petit détour pour parler de la posture enseignante vers les réussites, en passant plutôt par des dispositifs pédagogiques, parce que dans notre pédagogie aussi, ça va impacter. Donc, le développement de nos compétences socio-émotionnelles vont automatiquement avoir aussi une influence sur notre pédagogie, sur les choix que nous allons faire. Et donc là, c'est le modèle global de la théorie de l'autodétermination qui a été donc en fait défini par Deci et Ryan. Et j'ai emprunté ce schéma-là à Damien Tessier, qui est un formateur qui dirige à l'université Grenoble-Alpes, qui dirige un diplôme universitaire sur promouvoir le bien-être. Alors, il nous dit que la posture et les dispositifs enseignants, ce qu'il appelle lui le style motivationnel, c'est tout ce qu'on va faire pour satisfaire les besoins et la motivation des élèves. Alors, c'est notre posture, on vient de le dire, c'est tous les dispositifs d'apprentissage, c'est les consignes données, c'est les encouragements, ce sont les retours d'informations qu'on va donner aux élèves. Et en fonction de ce qu'on aura choisi de faire, on va satisfaire plus ou moins les besoins fondamentaux, c'est-à-dire le besoin de choix, de compétences, de maîtrise, de sentiment d'efficacité personnelle des élèves. Et ce qui fait que du coup, ils vont s'engager plutôt de façon autonome dans nos activités ou au contraire plutôt de façon contrainte. Alors, l'objectif, c'est pas qu'ils soient complètement autonomes, mais qu'en tout cas, que ça soit suffisamment internalisé avec leurs propres valeurs pour que cette motivation, elle vienne d'eux et qu'elle ne soit pas donc contrainte par les parents, par les enseignants, par des résultats scolaires, par des récompenses ou au contraire par des sanctions. Donc, à voir en fonction des réactions des élèves, est-ce que c'est adapté ou non? Et ce qui va être important, c'est pas de se dire ah ben j'ai raté ou j'ai réussi, mais de se dire que même si effectivement on n'a pas satisfait les besoins de tout le monde, même si les comportements des élèves ne sont pas adaptés et qu'on n'a pas finalement atteint les intentions qui sont toujours bonnes que l'on a lorsqu'on met en œuvre un dispositif, ben l'important, ça va être la façon dont on va donc réadapter et dire, ben écoutez, oui, et peut-être que là, vous n'êtes pas senti suffisamment compétence, peut-être que là, on pourrait reprendre ça. Et donc, c'est dans cette interaction entre l'élève et les dispositifs et notre réadaptation que va se trouver la satisfaction des besoins personnels, enfin les besoins fondamentaux des élèves. Alors, petit détour par les besoins fondamentaux. Deci et Ryan montrent ces 3 besoins de base pour eux, les besoins de compétences, le besoin d'autonomie et de choix et le besoin donc de proximité sociale. Et vous voyez que là, on retrouve la perspective d'être respecté, connecté aux autres, d'appartenir, de contribuer, mais aussi d'autonomie dans les choix. Alors, vous allez me dire, oui, on n'a pas que de l'autonomie, évidemment, dans les choix pédagogiques, mais à quel moment et quel choix on donne? On ne va pas laisser toute l'autonomie, mais tous les choix, et comment on va les mettre en sentiment de maîtrise pour développer leur sentiment d'efficacité personnelle et satisfaire leurs besoins fondamentaux de compétences.
Alors, il y a une autre théorie, hein, mais qui se rejoint, et c'est ça qui est intéressant dans l'ensemble de ces théories, c'est quel que soit ce qui vous parle et la porte d'entrée que vous allez choisir, eh ben, quelque part, ça se rejoint. Alors, c'est la théorie de l'intérêt social d'Adler et Drekurs, qui sont aussi des psychiatres autrichiens et qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la discipline positive. Vous en avez peut-être entendu parler. Et eux, ils disent que les deux besoins fondamentaux, c'est le besoin d'appartenance et le besoin de contribution. Donc, c'est soit vraiment au milieu des autres, on appartient, et c'est très vrai chez les adolescents. Et puis, c'est aussi contribuer au bien-être de tous. C'est cette pulsion finalement donc de base, hein, qui nous pousse à contribuer au collectif. Et c'est très vrai chez les petits-enfants quand on leur demande « Est-ce que tu pourrais m'aider à ?» Automatiquement, ils font les choses. Et c'est d'être utile, donner du sens. Alors, nous aussi, on en a besoin, hein, vous voyez bien. Et donc, en discipline positive, on dit qu'un comportement inapproprié, ben, c'est simplement une croyance erronée sur la façon d'appartenir ou d'avoir de l'importance. Donc, si on voit l'élève qui a un comportement inapproprié en disant qu'il est en train de satisfaire un besoin fondamental, mais qu'il n'a vraiment pas trouvé la bonne stratégie, on peut lui dire, on n'est pas d'accord avec ta stratégie, mais on va regarder quelle stratégie tu pourrais faire. Et c'est vrai que ça déplace un petit peu notre regard et peut-être nous positionne moins de façon émotionnelle et frontale vis-à-vis de l'élève qui, de toute façon, s'il a un comportement inapproprié, on doit lui donner les limites. Alors, du coup, ça c'est la partie théorique, mais comment on va faire finalement pour accompagner ces émotions? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour faire ces différentes étapes? Alors, je vous ai remis là sur la flèche les différentes étapes des différentes compétences émotionnelles telles que Béatrice Lambois la met dans son tableau des compétences. Donc, identifier, comprendre, exprimer, utiliser, réguler. Alors, je reviens sur le fait que les émotions, bah, finalement, dans leur déclenchement, elles ne sont pas contrôlables, hein, elles se font avant même qu'on en ait conscience, mais que c'est important de se connaître parce que c'est des messagers de besoin et aussi des indicateurs sur la cohérence de la situation vis-à-vis de nos propres valeurs. Et il y a toujours deux aspects. L'aspect de ses propres émotions, on l'a vu, et celle des autres, qui va impacter donc le relation et le bien vivre ensemble. Et donc, c'est ces 5 dimensions de la compétence émotionnelle que je vous propose maintenant de dérouler avec des propositions. Alors, ce ne sont que des propositions. Évidemment, elles ne sont pas les seules. On pourra en rediscuter. Vous en avez sans doute vécu un certain nombre et vous aurez d'autres propositions et des ouvrages de référence pour développer effectivement d'autres stratégies. Puisque notre intention, c'est celle-là et la stratégie que vous allez choisir, c'est effectivement une stratégie qui doit vous correspondre, qui correspond à vos valeurs et pour lesquelles vous allez être en sécurité pour la transférer. Alors, chaque fois, je vous ai mis un petit numéro et j'ai redit dans quelle étape de la compétence émotionnelle on se situait de façon à ce que vous puissiez faire du lien. Je vous propose pour le premier identifié de se dire, est-ce qu'on peut aussi apprendre, parce que ça, le corps, et c'est un bel oublié également de notre éducation nationale, finalement, est-ce qu'on sait et est-ce qu'on ne peut pas apprendre à voir quelles sensations nous traversent? Alors, peut-être pas à un moment donné où elles nous traversent de façon forte, mais peut-être en décalé pour apprendre à avoir conscience de soi. Alors, une sensation, c'est une réponse du corps. Voilà, donc être attentif à ces sensations, des fois, on ne sait pas être attentif, on ne sait pas à quoi il faut être attentif. Alors, mais ça nous permet de revenir à l'équilibre et de laisser passer la vague des émotions, peut-être d'apaiser la partie sensation, mais aussi ses pensées, de temporiser, et dans une intention à ce que les émotions et les sensations soient au service de notre bien-être dans la situation. Alors, du coup, il faut proposer des sensations possibles aux élèves. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en colère? Est-ce que vous avez une sensation de chaleur, de fraîcheur, de mal au ventre, de gorge serrée, de fourmillement, de picotement, etc. Donc, de proposer un champ des possibles, parce qu'ils ne vont peut-être pas aller spontanément vers vous dire, voilà, moi j'ai ça, et c'est comme ça que je ressens quand je suis ça. Ça nécessite quand même une belle conscience de soi. Ça peut être aussi une accélération du rythme cardiaque, une modification de la respiration. Est-ce que notre respiration elle est haute? Est-ce qu'on respire vite? Est-ce qu'on expire plus qu'on inspire ou pas? À quel moment? Où elle se situe? Est-ce qu'elle est donc sur notre thorax? Est-ce qu'elle est sur notre abdomen?
Et puis après, proposer, eh bien oui, vous, dans cette situation, vous avez quoi? Alors ça peut être aussi une sécheresse buccale, tremblement, vertige. Alors vous voyez que là, la liste, vous pouvez l'agrandir, elle n'est pas du tout exhaustive, mais que ce n'est pas si évident pour un élève de savoir ce que c'est quand on lui dit, ben, qu'est-ce qui se passe comme sensation, ou bien portez votre attention à votre corps. Il est important d'accompagner les sensations parce qu'autrement, l'élève ne saura pas forcément, alors il y en a qui savent hein, spontanément, mais il ne saura pas forcément savoir à quoi il faut qu'il fasse attention lorsque vous allez lui dire de faire attention aux sensations. Donc ça nous permet d'identifier ce qui se passe en nous. Alors, il y a d'autres possibilités, mais je vous ai dit que je vous donnais qu'un seul exemple et puis que suivant le temps et les questions qu'on aura, on regardera les autres exemples. Il y a aussi comprendre ce que cela veut dire, finalement, une émotion. Identifier ses besoins. Et puis on aura identifié ceux des autres. Et là, j'ai choisi l'approche de la communication non violente. Alors la communication non violente, c'est d'abord une empathie pour soi, avant d'être aussi une empathie pour les autres. Donc identifier ces sensations, ça permet par rapport à une observation d'une situation, ça nous permet de comprendre et d'associer ces sensations et cette émotion à un besoin qui n'est pas satisfait. Et ce besoin non satisfait, si on peut l'exprimer aux autres, on peut en faire une demande qui ne sera pas évidemment un ordre. Alors, c'est simple dans le principe, c'est complexe et ça demande de l'entraînement et on est tous sur le chemin et on n'aboutira jamais complètement. Donc, c'est vraiment un travail collectif, d'apprentissage collectif. Et ça peut nous permettre de satisfaire notre besoin de contribution au bien-être de tous. Alors, je vous ai mis à la droite du diaporama d'abord Marshall Rosenberg, hein, qui est le psychologue qui a été à l'origine de cette communication dite non violente, et vous aurez les références de son livre à la fin. Et puis également la possibilité d'avoir des outils comme la roue des émotions que vous voyez ici, et qui peut aider, parce que là encore, il est difficile pour un élève de nommer une émotion. On a un champ lexical qui est souvent un peu réduit pour exprimer les émotions. Et donc ça donne une base. Alors c'est pareil, on fait des propositions, on peut travailler à deux, à plusieurs, sur se dire voilà, quand j'observe ça, peut-être que tu te sens comme ça, et peut-être parce que tu as besoin d'eux, et puis l'autre exprime avec ses ressources à elle, et ben finalement, oui, non, c'est pas ça, oui, c'est ça. Et c'est pas grave si on se trompe à partir du moment où on fait une proposition. Alors du coup, voilà, on arrive sur l'expression et vous voyez que la communication non violente, elle regroupe finalement l'ensemble des différentes étapes des compétences émotionnelles. Maintenant, peut-être que vous vous sentez peut-être plus à l'aise pour démarrer, par exemple, de développer un champ lexical des émotions. Voilà, la colère, dites-moi tous les mots sur la colère ou tous les adjectifs qui correspondent par rapport aux colères. Ça peut s'enrichir de textes d'auteurs, si vous êtes par exemple professeur dans un établissement et vous êtes professeur de lettres, travailler sur des textes, savoir que d'autres auteurs ont traversé aussi d'autres émotions. En gros, faire de une normalité du fait qu'on traverse les émotions. Et puis, il y a de la pratique théâtrale, c'est-à-dire en fait mimer les émotions, sculpter les émotions, c'est-à-dire faire intervenir le corps, puisqu'on a vu que l'émotion partait par le corps, et puis s'exprimer par plein de pratiques différentes, des pratiques artistiques, des productions artistiques, musique, danse, art plastique, etc. Donc là, ce sont vraiment de façon à enrichir les champs des possibles et que vous puissiez rentrer par la porte d'entrée qui vous parle le plus et que vous maîtrisez le plus. On peut aussi travailler pour réguler les capacités, donc les émotions, en utilisant ce que le corps, le fonctionnement physiologique de base. Alors j'avais envie de vous présenter plutôt la respiration, mais on peut aussi travailler sur les tensions musculaires. Et la respiration, c'est une fonction physiologique qui est la plus accessible. Alors, elle est assez impactante, hein, donc c'est peut-être pas la première porte d'entrée qu'on utilise avec des ados, parce que s'ils sont en colère et qu'on leur dit commencez par respirer, ça va augmenter la colère. Donc, il faut d'abord dire oui, vous avez de bonnes raisons d'être en colère, et puis seulement leur apprendre à un moment donné où la colère, elle n'est pas très forte, où l'émotion, elle n'est pas trop impactante pour effectivement travailler à froid, je dirais même, ses capacités. Alors, la respiration, pourquoi? Parce que c'est la seule, finalement, fonction physiologique pour laquelle on est un peu axé, ou en tout cas qu'on peut apprendre à maîtriser, dans le sens où quand on vous dit, par exemple, au cœur qui va arriver en même temps que la respiration lorsqu'on a une émotion forte et qui accélère, calme-toi, ça va faire aucun effet. Alors que du coup, si on essaye
de modifier notre respiration, alors notre corps étant tout à fait donc en cohérence les fonctions physiologiques avec les autres pour essayer de trouver un équilibre, et ben, par la respiration, le cœur va ensuite se calmer et d'autres fonctions physiologiques dont vous n'avez pas sensation vont aussi s'apaiser. Donc il y a 3 paramètres dans la respiration qu'on peut modifier ensemble ou séparément. Il y a son rythme, plus ou moins rapide, sa localisation, et on va dire pour simplifier thoracique et ventrale, et puis aussi la durée relative des 2 temps de la respiration qui sont l'inspire et l'expire. Donc l'inspire, c'est plutôt l'accélération, et c'est ce qui va augmenter lorsque on va devoir faire un mouvement, fuir, combattre, par exemple. Donc ça, c'est un fonctionnement donc en fait naturel qui va se faire spontanément. Et puis l'expire qui va être plutôt le frein et plutôt vers l'apaisement. Donc si on veut retrouver de l'énergie, eh bien, il faut inspirer plus profondément et de façon plus longue, accélérer un rythme respiratoire et faire une respiration plutôt thoracique. Mais au contraire, si on a besoin donc de se calmer, de s'apaiser par rapport à ce qui nous traverse, eh bien, on va jouer plutôt sur l'expiration et essayer de l'allonger tranquillement, de diminuer le rythme respiratoire si on n'arrive pas à allonger l'expiration, et puis peut-être de respirer de façon ventrale, mais ça c'est effectivement une respiration qu'on a eu l'habitude plutôt de maîtriser dans le sens où les enfants ont plutôt tendance à respirer ventralement et puis au fur et à mesure que l'on grandit, on a tendance à oublier cette respiration de base. Alors, je vous ai rajouté un point de vigilance parce qu'il faut toujours dans ces exercices laisser la liberté de faire ou ne pas faire, de laisser à la bonne distance de l'exercice. On n'est pas dans un exercice scolaire. Et même si l'enfant ou le jeune ne participe pas, il va aussi intégrer. Et on ne sait effectivement jamais ce que l'autre va vivre, quel que soit ce qu'il nous montre de l'extérieur. De même, dans une respiration, eh ben, il faut laisser cette liberté-là parce que ça peut être anxiogène, ça peut entraîner aussi des soucis respiratoires. Et donc, effectivement, bien faire ces points de vigilance avant tout exercice et en particulier celui-là. Alors après, dans utiliser ces émotions, c'est de se dire ben, finalement à quoi elles vont nous servir pour améliorer, pour adapter la situation, pour temporiser, pour se sentir mieux dans la situation. Et ça, je vous propose un exercice qui est plutôt issu de ce qu'on appelle donc la discipline positive. C'est la recherche de solutions. Par exemple, ben, dans une situation donnée ou face à une problématique, on peut mutualiser toutes les stratégies que chacun a pour faire face à cette situation. Par exemple, on peut se poser la question, quand vous êtes en colère, vous faites quoi? Eh ben, on peut recommencer avec les autres émotions, mais on peut aussi travailler sur une problématique, par exemple, de comportement inapproprié. On prend l'ensemble des solutions, sans jugement, on les partage, on les écrit. Par contre, vous, en tant qu'adulte, vous allez dire, bah non, les solutions, elles doivent être aidantes, respectueuses de l'autre. Elles doivent être aussi faisables et acceptables par tous. Donc, vous avez être aussi un choix pour éliminer en disant voilà, cette solution-là, non, je pense que là, par rapport au groupe, elle n'est pas aidante ou elle n'est pas respectueuse de l'autre, ou bien on ne peut pas la mettre en œuvre. Et après, vous pouvez voter, expérimenter, choisir, tester une solution pour vivre et puis de faire le point après en se disant ben non, ben cette solution-là, finalement, elle n'était pas donc propice voilà, on n'a pas trouvé de solution avec celle-là, ben on va en tester une autre. On fait un bilan et on avance. L'important, c'est toujours cette réactivité que l'on peut avoir. Alors j'avais aussi envie dans ce point-là de numéro 5, là utilisé, de faire un détour par une notion qui est la gratitude. Parce que la gratitude, c'est un concept qui est très important, puisque c'est à la fois un état d'esprit, c'est aussi une force. Là, je ne vous ai pas détaillé la notion de force en psychologie positive, mais peut-être qu'on pourra y en reparler. Donc, et c'est aussi une émotion agréable. Quand on vit de la gratitude ou lorsque l'on donne de la gratitude, enfin voilà, aux autres, eh ben on a à la fois soi et les autres une émotion agréable qui nous traverse. Et vous voyez, cette attention aux émotions agréables, c'est quand même un déterminant du bien-être. Alors ça, je vous ai mis un certain nombre de résultats scientifiques sur la gratitude, puisque si on développe et on apprend à cultiver cette gratitude, à la fois pour nous et pour les autres, on a plus d'émotions agréables, on développe aussi des relations positives avec les autres, on se sent plus en énergie, optimiste, empathique, etc. Et on diminue un certain nombre de soucis physiques. Alors ça peut être par exemple un mur de gratitude. C'est-à-dire une fois qu'effectivement il s'est passé quelque chose ou qu'on a vécu quelque chose ensemble, en participant, on peut se faire des messages de gratitude, des lettres de gratitude, des murs de gratitude.
Voilà, donc toutes les stratégies possibles pour exprimer une gratitude à un moment donné qui va venir donc favoriser effectivement les émotions agréables, l'attention qu'on y porte et favoriser notre bien-être et notre bien vivre ensemble. Alors, c'est vrai que ça paraît peut-être simple, mais peut-être que certains se disent: «Ouh là là, mais est-ce que c'est mon rôle dans la classe de faire ça? Ou bien là où je me sens pas trop, où je ne maîtrise pas trop?» Et on a vu que le sentiment de maîtrise était très important. Donc, comment on peut faire? Alors, dans mon expérience, j'ai identifié quelques incontournables que je vous propose et qui sont évidemment ouverts à la discussion. D'abord, je vous propose de tester pour vous. C'est-à-dire que quand on veut développer les compétences socio-émotionnelles des élèves, ben, on commence effectivement par soi. Par soi, parce que d'abord, c'est notre bien-être, hein, donc on va commencer de l'empathie pour nous, mais aussi parce qu'il nous faut nous sécuriser. Donc, ça nous permet d'identifier nos besoins, par exemple, et puis de les partager individuellement et collectivement. On a besoin donc d'expérimenter ensemble, d'expérimenter en conservant la liberté de faire ou de pas faire et de choisir ce qui est sécurisant pour nous. Et là, c'est extrêmement important de façon à ensuite, lorsqu'on va travailler le transfert en classe, qu'on ne se mette pas en porte-à-faux les uns ou les autres. C'est-à-dire que quand on va construire un projet en équipe, chacun a le droit de se mettre à la bonne distance du projet. Et c'est sans jugement, parce qu'on est chacun à une étape du parcours. On a des biographies, on a une histoire individuelle différente, on a des expériences différentes, on n'est pas tous au même endroit du chemin. Donc c'est important de se dire, ben voilà, on va faire ça, mais moi je vais plutôt faire ça. Et puis l'autre va dire, ben peut-être que moi là je ne peux pas encore m'engager dans ce projet-là. Mais de savoir ce qui se passe permet que tous les éducateurs, quelle que soit sa position par rapport donc au projet, ne se sentent reconnus dans son positionnement et surtout pas en porte-à-faux. Parce que les élèves, ils vont aller vachement plus vite que nous. Donc attention à se former d'abord et à se sécuriser. Et seulement après, on peut accompagner le transfert en sécurité. Et à ce moment-là, on va commencer par les exercices dans lesquels on se sent à l'aise. Et on peut aussi développer notre soutien social au sein du groupe. Ah ben moi, je suis à l'aise sur ça. Ah ben toi, non. Ben alors, est-ce qu'on pourrait vivre ensemble ça? Et puis, quelle expérience tu as? Est-ce que tu pourrais m'aider à? De quoi tu aurais besoin pour? Et ça, c'est important d'avoir toutes ces étapes-là. Et si, au niveau de l'équipe, on ne fait pas, c'est pas grave. Rien que notre posture à nous, ça a déjà un impact sur les élèves. Je vous ai mis des livres et des sites. Et puis, vous avez aussi d'autres associations. En fait, tout ce qui est ici, là, c'est des associations qui sont sécurisées, puisque vous savez qu'il est aussi important de sécuriser, de s'appuyer sur les résultats de la recherche pour pouvoir développer donc des activités en classe, tout en étant conscient aussi qu'avec toute créativité, nous pouvons aussi, en gardant leurs intentions, d'effectivement, donc de les mettre pour qu'ils soient sécurisants pour nous. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Bénédicte, pour votre disponibilité, votre Merci. écoute et votre exposé, et de nous avoir surtout fait bénéficier de votre expertise. Nous remercions également tous les participants pour leur présence, leur contribution, leurs questions. Nous espérons du coup vous retrouver prochainement sur les autres modules de parcours de formation et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir et bonne continuation. À bientôt.